Le décryptage de l'actualité nationale, bienvenue à tous, merci de nous rejoindre. Grande alliance politique, les forces Kori.Bénin émergents ont été créées au cours du premier mandat du Dr Boni Yayi, mandat dit du changement, devenu une véritable machine politique. Eh bien, elle a conduit à la réélection de ce dernier en 2011. Seulement après le départ du pouvoir de son leader Boni Yayi, ce parti s'est enfoncé progressivement dans une profonde crise politique, surtout à l'avènement du système partisan. Aujourd'hui, pratiquement deux ailes au sein bien sûr de la FCBE, puisqu'entre-temps, le parti est devenu la FCBE, la Force Kori.Bénin émergent. Mais qu'est-ce qui se passe réellement au sein de parti qui donne espoir à l'opposition au Bénin à quelques semaines, et bien sûr des prochaines élections communale? C'est pour comprendre donc la situation au sein des FCBE que nous avons invité pour vous Clément Koutiadé. Il est un leader politique au sein des Forces Kori.Bénin émergent. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Merci, installez-vous. Clément Koutiadé, vous êtes bien sûr coordonnateur FCBE, 22e circonscription électorale, ça fait Kitou Boubet. Tout à fait. Maître de conférence des universités en sciences forestières et du bois, ancien directeur général de l'Office national du bois du Bénin, donc ONAB. Vous êtes sur ce plateau, bien sûr, pour nous parler de la situation au sein de votre parti politique. Vous êtes également candidat, bien sûr, arrondissement FCBE, arrondissement Poubin, pour la prochaine communale. Bien sûr. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Alors, d'entrée de jeu, l'actualité, l'un des champs politiques, mais l'actualité, le sujet qui embrase aujourd'hui, tout le monde sait bien sûr l'actualité liée à la pandémie coronavirus. D'entrée de jeu, dites-nous comment vous vivez cette période rapidement de crise sanitaire mondiale. Merci beaucoup, M. Corneille, pour m'avoir invité pour cette émission. Je voudrais aussi remercier et présenter tous mes hommages à vos téléspectateurs. C'est vrai, le corona ou le Covid-19, toutes les familles béninoises le vivent vraiment difficilement. Et c'est d'ailleurs ça qui fait que je suis obligé de me couvrir, bien que nous ayons respecté la distanciation. Ils nous ont parlé d'1 mètre, je crois que nous faisons 2 mètres, mais pour montrer que nous suivons les instructions du gouvernement, nous sommes obligés de le mettre pour permettre déjà au peuple béninois de suivre également ces instructions. Et également pour permettre à nos amis, parents et militants et sympathisants de pouvoir suivre le même mot d'ordre, parce que c'est un invisible, puisqu'il semble que ce n'est pas un être vivant, ce serait une molécule qui trouble nos sommeils depuis pratiquement début mars. Tout à fait. Et c'est heureux qu'au niveau du Bénin, on arrive à le contenir, puisque si mes mémoires sont assez exactes, je crois qu'on n'est pas encore dépassé la barrière de 40 cas. Et ça, c'est vraiment bien, mais bien que je ne sois pas d'accord qu'au niveau de nos frontières aériennes, que les vols commerciaux continuent. Parce que dans tous les cas qui ont été cités, il se fait que c'est beaucoup plus ceux qui sont venus de l'extérieur et que nous aurions aimé que les vols commerciaux soient vraiment arrêtés et qu'on priorise tous les vols qui pourraient nous amener un certain nombre de matériel, un certain nombre de choses. En tout cas, tous les cargos peuvent continuer. Mais le gouvernement en a décidé autrement. Ils ont le gouvernail et on ne peut pas faire autrement. On est obligé de suivre. C'est vrai aussi que c'est un gros problème en cette période de campagne électorale pour nous qui sommes de l'autre côté du confinement, pour nous rendre dans nos contrées respectives, pour vraiment parler aux populations. Et on a été condamnés à faire la campagne médiatique alors que nous n'avions pas d'accès. En tout cas, les FCB n'avaient pas accès aux médias. Mais là, je vous remercie pour m'avoir appelé ce soir. Encore que je n'ai pas demandé l'avis de mon parti politique avant de venir. Donc, je suis là en tant que membre du FCBE, mais
je reprends ma tête et je pense que cette campagne qui sera vraiment médiatique, je ne sais pas si effectivement l'opposition pourra faire grand chose parce que même si c'est financé par le gouvernement, mais écoutez, on sait déjà... Les médias joueront leur rôle. Bon, je voudrais quand même que vous puissiez jouer votre rôle parce que ça va être compliqué pour les opposants que nous sommes et je pense que nous pourrons, au moment opportun, demander au gouvernement de nous donner quand même la possibilité de parler aux populations puisque 4 ans d'enfer, ce n'est pas facile à gérer et c'est parce que les médias qui peuvent nous dire un peu, qui peuvent permettre aux populations de comprendre ce que nous ressentons. 4 ans d'enfer pour l'FCBE, c'est cela? 4 ans d'enfer pour le peuple. Est-ce que vous pouvez me permettre d'enlever mon masque pour permettre aux populations de me connaître? Allez-y, allez-y. Merci beaucoup, j'enlève tranquillement. J'essaie de le poser pour ne pas... voilà. Pour éviter la contamination, donc je le pose, je remplace plus tard. Donc, je voudrais dire, oui, effectivement, nous avions, ça fait depuis 2016 que ça a commencé et je pense que c'est 4 ans d'enfer pour le peuple béninois. Je vous laisserai tout à l'heure, en fin d'émission, nous dire pourquoi vous appréciez ça d'enfer. Eh bien, écoutez, le ressentiment, il vaut mieux planter le décor très rapidement pour que d'autres débats ne viennent s'ajouter. Non. J'aurais bien voulu qu'on commence par ce qui nous amène réellement aujourd'hui. L'FCBE, nous savons aujourd'hui qu'il y a un virus qui déstabilise le monde. Ça fait courir tout le monde, la panique, la frayeur et autres. Mais c'est quoi le virus qui détruit la fosse Courrier-Point-Bénin émergent? C'est quoi le virus? C'est quoi la situation actuelle d'abord? Malheureusement, pour ne pas citer l'autre, nous avions aussi notre braise. Notre braise au FCBE. Ou à la FCBE si... Je vais m'en tenir au nom du parti qui a été créé depuis le 10 février 2018. Pour vous dire qu'en fait, effectivement, nous avions une crise au sein des FCBE. Et dans tout parti, il y a toujours une crise. Je ne sais pas si de l'autre côté ou des autres côtés, puisque moi, je les appelle des jumeaux. Au niveau des jumeaux, je ne sais pas s'il n'y a pas de crise. Mais heureusement, ils ont le pouvoir d'État, ils ont un arbitre qui gère. Malheureusement, au niveau des FCBE ou de la FCBE, nous avions du mal à avoir un arbitre qui assure véritablement la continuité ou le franc-parler des uns et des autres. Donc, c'est justement... On sait quand même qu'il y a un grand leader au sein de la FCBE. Oui, même s'il y a quelques jours seulement, il a démissionné, le président. Justement, je veux dire qu'au niveau de la FCBE, nous avions manqué ça, mais pas que nous avons manqué ça en tant que tel. Est-ce que ça veut qu'à un moment donné, le leader a manqué de jouer véritablement ce rôle? Non, je n'ai pas dit ça. Je ne veux pas dire que le leader a manqué de jouer son rôle, puisque un leader et un arbitre, c'est quelqu'un qui n'en ajoute pas aux difficultés des camps. C'est quelqu'un qui essaie de voir ce qui s'est passé et essaie donc de régler les uns et les autres. Donc, il se fait que une crise est née depuis que le récépissé a été donné au FCBE, bien que nous ayons véritablement tout le point qu'il faut, toute la possibilité d'avoir notre récépissé depuis les élections de mars 2019, puisque nous avions respecté toutes les conditions. Malheureusement, on n'a pas su ce qui s'est passé pour que les FCBE ne participent pas à ces élections, faute de conformité ou comment on l'a appelé, comment on l'a inventé en ce moment. Donc, certificat de conformité, comme on l'a appelé. Donc, à partir de ce moment, nous avions constaté que certains camarades, en tout cas au niveau du bureau politique, dans lequel je ne m'y retrouve pas, ce bureau politique, certains camarades ont décidé d'aller prendre le récépissé en suivant les instructions du gouvernement ou du ministre de l'Intérieur qui leur a dit, voilà, mais si vous voulez prendre votre récépissé, il me semble que certains se retrouvent dans votre bureau exécutif et ceux-là ont des difficultés avec
avec la justice. Et là, il fallait choisir entre sacrifier nos camarades qui se retrouvent à l'extérieur involontairement et effectivement avoir de la voix pour continuer à militer, à défendre en toute légalité. Et donc, ça s'est passé comme ça. Certains ont pu avoir, en tout cas, je ne saurais justifier comment ils ont pu avoir le récépissé. De toutes les fois, nous avons le récépissé. Et moi, je me disais en ce moment-là que, mais écoutez, nous avions déjà le récépissé. C'est comme un prisonnier qui se voit, notifier sa sortie de la prison et c'est sa femme qui lui notifie ça. Mais on ne sait pas comment la femme s'est arrangée. Il dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il... Pour mieux comprendre, est-ce qu'effectivement, certaines têtes ont été sacrifiées? Mais je crois que là également, puisque ceux-là ne se retrouvent pas plus dans le bureau exécutif, et à mon avis, ceux-là ont été sacrifiés. Quelles sont ces têtes-là? Mais écoutez, je pense que ceux que sont présumés avoir des difficultés avec la justice, c'est le secrétaire national exécutif l'ancien ministre de la Justice, Valentin, l'ancien ministre d'État Komi Kouché et Simplice Kodjo, qui a été ministre également. Et donc, ces trois-là, sur les 6 secrétaires exécutifs que nous avions, il n'y a que 3 qui ne se retrouvent plus certainement dans le nouveau bureau exécutif. Et donc, pour vous dire que vous avez un récépissé et ce récépissé-là pose des problèmes. Donc, y compris moi-même, je n'étais pas d'accord que ça se passe comme ça. Mais est-ce que ce nouveau bureau qui est finalement a donné suite favorable aux conditions exigées par le ministère de l'Intérieur, comment ce bureau est né? Est-ce que ça a respecté en fait, le règlement intérieur ou en fait le fonctionnement même du... C'est ça que je vous dis. Mais le fait que certains camarades se sont levés pour avoir ce récépissé, on était un certain nombre qui n'étions pas d'accord avec la procédure. Une procédure qui a été acceptée miraculeusement par le ministère de l'Intérieur, notre ministère de l'Intérieur. Et donc, c'est le pouvoir public qui a donné le récépissé, quel que soit tout ce qui l'entoure. Nous ne sommes pas d'accord. En tout cas, moi, principalement, en tant que Clément Kouchadé, coordonnateur de la 22e, j'ai eu le temps de dire, je ne suis pas d'accord par rapport à ça. Et qu'est-ce qui s'est passé plus tard? C'est là qu'il y a eu 2 camps, en fait, 2 ailes. Mais il se fait que, du retour du chef, de l'ancien chef de l'État, le président d'honneur, Yahi Boni, il a enclenché une procédure de réconciliation. Et bien d'office, bien que nous n'étions pas d'accord, puisque dans ces conditions, si on n'est pas d'accord, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut enclencher une procédure juridique. Mais on a dit, il vaut mieux régler la situation à l'amiable. En famille. Ce que nous avions commencé, mais notamment au niveau du bureau politique. Et tout est clair que ça a tergiversé, mais on a fini par trouver un point un point de sortie. Et ce point de sortie, c'était que nous devions aller aux élections. Et le dernier point de sortie, c'était la rencontre avec les sages de Parakou qui nous a demandé, écoutez, il faut taire vos problèmes et aller aux élections. Après les élections, nous avions un plan, notamment le congrès qui sera organisé et la remise en place de toutes les instances du parti. Et à partir de cet instant, tout le monde s'est mis dans la danse et nous avions commencé, nous avions fait les dossiers. Aujourd'hui, les FCB se retrouvent sur la liste des 5 partis qui doivent aller aux élections. Et je peux vous dire que nous sommes positionnés et nos dossiers ne manquent d'aucun problème. Et donc, au niveau d'un certain nombre de circonscriptions, en tout cas pour ce qui concerne ma circonscription. Oui, mais alors, qu'est-ce qui a conduit alors à la démission de l'ancien président, le président d'honneur, puisque ça a fait un rebondissement. Et aujourd'hui, il y a une vague de démissions que nous constatons un peu partout au niveau du parti. Qu'est-ce qui a conduit à cela? Alors, si entre-temps,
la situation est sur le point d'être normalisée par sa médiation. Non, mais la situation était normalisée jusqu'à ce que la Sénat nous notifie que les FCB sont éligibles pour les élections communales de 2020, de 17 mai 2020. Mais il se fait que dans certaines circonscriptions, il y a eu des problèmes comme il y en a eu dans tous les partis. Donc certains camarades n'ont pas été positionnés ou bien ont été mal positionnés sur les listes électorales. Mais ce n'est pas dans toutes les circonscriptions, ce n'est pas encore qu'aujourd'hui, nous avions une circonscription au niveau arrondissement. Donc dans une commune, vous pouvez avoir quelques difficultés dans certains arrondissements, ce qui n'a pas entaché. Les démissionnaires, au cours de leur conférence de presse, ont laissé entendre que la liste qui a été retenue au niveau du parti n'a pas été celle déposée par le camp Humpert. Mais c'est mal connaître les dispositifs de la Sénat cette année. Au fur et à mesure que les listes étaient confectionnées, je crois que la Sénat a une vue d'ensemble sur l'évolution de chaque parti. Et c'est ça que je dis, mais tous ces partis qui ont en définitive déposé les recours, vous voyez comment la Cour suprême a fini par régler les problèmes. La Sénat a désormais une plateforme sur laquelle vous devez enregistrer vos noms. Ce n'est pas au dernier moment que vous envoyez la liste. La Sénat ne s'occupe plus d'enregistrer les listes. Une liste, ça s'enregistre. 3650 ou combien, je ne peux pas qu'en une journée, je ne sais pas qu'en une journée, on puisse arriver à l'enregistrer. Donc les partis ont certainement commencé ce travail depuis peut-être plusieurs semaines. Et au dernier moment, effectivement, il y a certainement certaines modifications qu'on pouvait faire et que certains coordonnateurs ont demandé de faire. Mais le faire, c'est rater les 23 heures de la Sénat, c'est rater un certain nombre de dispositifs. Et bien que, à certains niveaux, tout était déjà clair qu'il n'y a pas, et certains n'iront pas aux élections. Et ça, je dis que c'est le jeu politique, on ne peut pas refuser ça dans une famille politique et on doit pouvoir prendre en compte. Il n'y a pas eu de manipulation telle qu'ils estiment. Mais la manipulation n'a pas lieu le jour de dépôt. S'il y a eu manipulation, ce serait plus tôt. Et donc, est-ce que tout le monde avait accès à la salle informatique? Est-ce que tout le monde avait accès aux documents qu'on devait sortir pour valider? C'est ça aussi le problème. Ça a été ça. Encore que le temps qu'il fallait pour réunion de la Sénat n'était peut-être pas suffisant pour sortir la liste et faire quelques changements. Je peux vous dire que pour un arrondissement qui compte 10 conseillers, dès que vous enlevez, vous dépositionnez, vous enlevez un nom, vous devez écraser pratiquement tout, vous devez reprendre ça, mais pas forcément, il n'y a pas de copier-coller. Vous devez reprendre ça ligne par ligne et ça, ce n'est pas facile. Donc, s'il y a un travail qui devait se faire, ça devait se faire plus tôt. Et si certains partis ont pu déposer plus tôt, c'est des partis où il n'y a visiblement pas de difficulté à avoir les dossiers, et des partis qui étaient déjà prêts et que s'il y a modification en fait, ça a été fait peut-être plus tôt ou ça a été fait véritablement le jour, mais avec un délai qui leur permettait de déposer rapidement les dossiers. Alors, aujourd'hui, quand on comprend aisément la situation, l'origine de la crise et puis la vague des démissions qu'il y a eu ces derniers jours, quel est le moral au sein de la troupe, même si ça vous paraît un peu bizarre ma question? Non, mais écoutez, pour les prochaines élections, parce dire... que là, est-ce que le parti n'a pas compromis lui-même ses chances de pouvoir réussir aux prochaines élections? Vous savez, c'est vraiment, je l'avais dit tout à l'heure, c'est le jeu politique. Et nous ne pouvons pas dire, en tout cas moi, au niveau de la 22e, je ne peux pas dire que réellement ce qui s'est passé, ce n'est pas un coup dur. C'est vraiment un coup dur. Vous perdez votre papa, mais normalement, vous devez faire un deuil. Mais je crois que nous sommes en train de faire le deuil. Nous avions pensé que nous pourrons être un orphelin. Nous pouvions être également un enfant abandonné. Et que par ce biais, nous devons avancer. Parce que la vie ne se limite pas à ce niveau. Nous devons montrer au papa que
nous pouvons voler de nos propres ailes. Et nous sommes dans cette logique-là. En tout cas, ceux qui n'ont pas démissionné. En tout cas, moi, personnellement, je suis dans cette logique. Et avec la prière que le papa qui s'est retiré, puisque vous avez parlé de démission depuis, je pense que c'est un retrait et que le papa qui s'est retiré puisse revenir nous voir. Mais nous ne parlons pas, nous n'agissons pas en enfant prodigue, mais nous agissons en enfant prodige. Nous voulons montrer, de par notre intelligence, que nous pouvons aller très loin. Et en restant dans l'opposition, puisque c'est ça aussi ce qui est évoqué par les démissionnaires. Mais plusieurs voix au sein de FCB accusent le pouvoir en place de jouer à ce jeu de déstabilisation. Aussi se dit également au sein de l'opinion publique. Est-ce que c'est votre cas aussi? Mais je pense que quand on est dans le jeu politique, il faut rester de marbre. L'adversaire va chercher les points faibles. Et en son temps, je dis, l'adversaire nous a touchés par le point faible. À nous de savoir comment... Mais est-ce que le pouvoir a d'intérêt aujourd'hui à... Écoutez, s'il ne le fait pas, si le pouvoir en place ne le fait pas, je pense que des gens vont lui demander pourquoi tu ne le fais pas. Mais le pouvoir en place a le gouvernail, il doit tout faire pour que l'opposition n'existe point. Mais nous ne devons pas l'accompagner. Et nous sommes dans ce rôle. On nous demande de démissionner, mais je ne sais pas le plan. Je ne connais pas le plan. Moi, je ne connais que le suffrage. Il n'y a que le suffrage qui peut nous permettre d'aller jusqu'au bout, de défendre l'opposition, le peuple que nous soutenons, de défendre jusqu'au bout. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que vos leaders qui tiennent aujourd'hui au niveau de FCB, le gouvernail, je vais parler de Paul Humpé et compagnie, est-ce que vous pensez que ces leaders ont été manipulés comme le disent l'opinion publique et certains de vos membres fondateurs? Je pense que nous avions désormais une charte des partis politiques. Et la charte est claire. Nous sommes des membres fondateurs. Et chaque membre fondateur est forcément deux ponts du parti politique. Dans mon cas, je ne regarde pas la tête. Je connais ma position par rapport au parti. Je suis un membre du parti. Je suis véritablement membre et donc je dois suivre ma logique. Vous restez optimiste pour la ma logique peut ne pas être la logique des autres. Mais je reste dans le parti, je continue de défendre le parti. Et une fois que le parti ne m'a jamais suspendu, une fois que le parti n'a jamais procédé à ma suspension, je pense que je reste dans ma logique, qui est cette logique de défendre le peuple contre tout ce que le gouvernement fait de mauvais. Alors, puisque vous en parlez, la transition est trouvée. Rapidement, parce qu'il ne reste que quelques 3 minutes, vous qualifiez d'enfer les 4 dernières années quant à ce qui est de la gouvernance. Mais est-ce que ce n'est pas trop... Est-ce que ce n'est pas un peu hypocrite de le dire ainsi quand on voit aujourd'hui certaines réalisations? Merci, Corneille. Je pense que je ne le dis pas de moi-même. Je ne dis pas que je suis porte-parole du peuple. Mais je vis avec le peuple, je sais que ce que le peuple vit. Mais c'est vrai, en venant ici, je n'ai pas eu de difficulté pour arriver chez vous. Mais à quel prix? Nous avions eu l'asphaltage, nous avions commencé par avoir l'asphaltage. WANEP nous a dit que c'est 22% de réalisation. Mais à quel prix? Et quand moi je fais le point, je le dis, nous avions, depuis de 2016 à aujourd'hui, les dettes extérieures du Bénin s'élèvent à plus de 2 000 milliards. Ce que nous pouvons concentrer sur près de 50 ans d'indépendance, puisqu'il y a eu Bonnet parti en 2015, au 1er mars 2015, avec une dette de 2100 milliards. Aujourd'hui, on a dépassé la barre de 4 000 milliards. Donc, nous avions... en ce moment. Mais justement, vous savez, en 2015, les dettes extérieures étaient à près de 1,15 milliard. 1,1 milliard. De 2015 à 2016, c'est passé à 2 milliards. Donc, ça veut dire qu'il y avait une procédure d'endettement qui avait été enclenchée. Et si on doit comptabiliser tout ça, ça veut dire que cette procédure qui avait été enclenchée, dont on ne voyait pas encore les effets,
on continuait et on nous a dit, mais écoutez, tel que ça se passe là, le Bénin sera un pays suffisamment endetté. Si on ne fait pas, on ne met pas le break. Mais aujourd'hui, on est à où? Mais on a effectivement l'asphaltage, mais ça n'a impacté que quelques régions. Au moins, vous appréciez cela. Mais ça n'a impacté que quelques régions. Mais tout le Bénin finira par payer cette dette. Moi, je n'en ai pas vu dans le plateau. Je n'ai pas vu à Poubelle, je n'ai pas vu à Kétou, je n'ai pas vu à Ifan, je n'ai pas vu à Adjawa, je n'ai pas vu dans Sakété. Et c'est ça qui est notre problème. Mais en plus de ça, tout le recul au niveau de la démocratie. Vous ne pouvez pas imaginer qu'une constitution soit votée alors que le peuple n'a pas eu le temps d'intervenir. On aura le temps de revenir sur l'appréciation des 4 ans recul démocratique. Malheureusement, puisque voilà, vous avez on nous met dans le bloc, moi je ne suis pas dans le bloc. Je peux vous dire que je ne suis pas dans le bloc et que dans tous les cas, nous allons défendre le peuple jusqu'au bout. Et je voudrais demander aux opposants de continuer et pas réfléchir par rapport à ce que nous faisons pour ce qui va se passer plus tard. Parce que on nous a demandé de démissionner ou de nous retirer, mais sans nous donner le plan. Mais qui vous a demandé de démissionner? Mais vous l'avez rappelé tout à l'heure. Vous l'avez rappelé tout à l'heure. Mais ce n'est pas à moi de vous le redire. Puisque ça a été dit que il y a beaucoup qui ont démissionné chez nous, mais je veux le plan. Dès que le plan est connu, je peux marcher là-dessus. Pour l'instant, je reste candidat et je continue dans la logique du peuple. Merci Clément Koutiadé. Vous êtes enseignant à l'université d'Abomey-Calavi, maître de conférence des universités en sciences forestières et du bois, ancien DG ONAB et bien sûr membre fondateur FCBE, coordonnateur 22e circonscription électorale Kétou-Poubelle avec vous. Et bien sûr, nous avons parlé de la crise au sein des Fos-Kouri. Point Bénin émergent, les implications possibles et bien sûr la participation du parti aux prochaines élections communales. Vous avez simplement apporté votre appréciation des 4 ans d'exercice du président Patrice Talon. Merci bien sûr d'avoir accepté de venir sur ce plateau. Téléspectateurs d'NTV, merci également d'avoir suivi cette émission. Au revoir et à très bientôt.